Cet après-midi, oui, pour célébrer le printemps que l'on attendait tant, je vous raconte un lieu d'exception qui est né sous Louis XIII et a pris pour nom le Jardin royal des plantes médicinales, ou la véritable histoire de celui qui aujourd'hui simplement, sans rien perdre de sa splendeur d'antan, le Jardin des plantes de Paris. Dans quel contexte le Jardin des plantes a-t-il été créé ? Comment s'est-il imposé comme l'une des principales institutions scientifiques parisiennes ? Quelles sont les missions du Muséum d'histoire naturelle dont il dépend ? Europe 1, 15h-16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 10 juin 1793 à l'Assemblée nationale à Paris. Si la France est sur le point de basculer dans la terreur, ce jour-là, ce ne sont pas le sort des têtes à couper qui se joue, mais bien de celui qui s'appelle alors le Jardin royal des plantes médicinales. Le jardin du roi dont la survie va être décidée au comité de l'instruction publique. Et son défenseur, Joseph Lacanal, est bien décidé à préserver cette institution pluriséculaire. Le jeune Joseph a été élu député de l'Ariège l'année précédente. Ce provincial, ancien homme d'église, est devenu montagnard à l'Assemblée et a voté pour la mort de Louis XVI. Et voilà qu'il lutte pour la sauvegarde de son jardin. Pourquoi ne suit-il pas simplement le cours des choses ? Le peuple se l'approprie, ce jardin, et y cueille des plantes. Des écoliers y jouent, cassant les vitres des serres et abîmant la végétation. Vous l'avez compris, le peuple parisien affamé appelle à transformer cette vaste étendue pour y cultiver de quoi subsister. À quoi bon conserver ses fleurs, ses plantes, quand on manque de légumes ? Le but premier du jardin va-t-il être dévoyé ? Le jardin est en effet un lieu d'éducation et de science depuis longtemps. Lacanal va alors avoir une illumination. Se rappelant du Louvre devenu musée central des arts de la République, il s'en inspire et propose de faire du Jardin du Roi un muséum national d'histoire naturelle. Les visées éducatives du Louvre, comme du Jardin botanique, avaient déjà été initiées par la monarchie. En effet, sous le règne de Louis XV, il est question d'exposer des collections d'art du roi au Palais du Louvre et on attend l'ouverture au public en 1787. Quant au Jardin du Roi, même avant sa création, c'était un lieu d'éducation où l'on dispensait des cours gratuits. Même initiées par la couronne, ces initiatives n'entrent pas en contradiction avec les valeurs républicaines de cette France révolutionnaire. Elles s'inscrivent même tout à fait dans la lignée des idées des Lumières dont l'encyclopédie a ébloui Lacanal. Sur cette feuillet, le député expose alors son projet. Il veut notamment restructurer l'organisation. Terminer le surintendant au pouvoir de roi des Miurges, désormais 12 officiers professeurs éliront un directeur pour un an. La démocratie fait son entrée au Jardin du Roi, devenu muséum. Lacanal projette déjà d'y accueillir une partie des collections du château de Chantilly, où ce brigand illustre de Grand Condé, comme il le mentionne, a accumulé de nombreux livres et œuvres d'art. Sa proposition convainc, elle est adoptée. Et voilà, le Jardin du Roi et ses plantes sauvés. Mais, je vous le disais, le jardin était déjà un lieu d'éducation autrefois. C'est Nicolas Houel, apothicaire du roi Henri III, qui, en 1576, fonde une institution visant à enseigner aux orphelins indigents, je le cite, l'art de l'apothicaillerie. Son projet a un double bénéfice, leur apprendre un métier nécessaire et permettre de soigner les plus miséreux. Houel apprend alors à ses orphelins à reconnaître les plantes et leurs usages. Il déambule pour cela sur l'ancien emplacement du Jardin des Plantes, le long de la Bièvre. Cette rivière, aujourd'hui presque entièrement recouverte, traversait les 13e et 5e arrondissements de la capitale. Et elle était bien vive à l'époque. En 1579, une crue subite noie même des dizaines d'habitants et détruit l'apothicaillerie et la séminothèque de Houel. Avec le soutien d'Henri III, l'herboriste rebâtit tout, mais plus en hauteur pour se préserver des eaux traîtresses de la Bièvre. Son institution survit à Houel, qui est d'ailleurs considéré comme le fondateur de la faculté de pharmacie de Paris. En 1905, au-dessus de la Bièvre, à présent canalisée, on nommera une rue Nicolas Houel, comme pour venger l'apothicaire de la crue qui a ravagé son travail. Mais si la science et la médecine sont aux sources du jardin, il inspire aussi les fashion victimes du XVIe siècle. En effet, on y introduit des plantes exotiques aux formes intéressantes qui servent de modèle aux dessinateurs de patrons de tissus. Il faut dire que la mode des habits à ramage, qui consiste en des motifs de branches et de feuilles, bat son plein.
Il faut cependant attendre le début du XVIIe siècle pour que Jean Héroard, médecin du roi, réussisse à convaincre le jeune Louis XIII de créer un jardin royal des plantes médicinales à Paris. Son premier argument est d'aider les nécessiteux avec cette grande pharmacie en plein air ouverte au public. Un argument qui touche particulièrement le religieux roi qui a conscience qu'il doit faire preuve de charité. Mais le médecin ne s'arrête pas là et le persuade également d'y cultiver des échantillons de plantes récoltées à travers le royaume et de les identifier, inaugurant des études de botanique mais aussi de chimie, puisqu'il veut en étudier la composition. Pour convaincre Louis XIII, il lui rappelle que la France est derrière ses voisines européennes en termes de recherche scientifique, notamment l'Italie, qui domine culturellement le paysage. La compétition a raison de la volonté du souverain, mais quand Héroard l'exhorte à fonder une école gratuite de médecine en français, le roi s'inquiète. Il craint un conflit avec la puissante faculté de médecine de Paris, la Sorbonne. Les médecins de l'époque gardent jalousement leur savoir et croient plus aux vertus des saignées et des lavements qu'au pouvoir des plantes. Un enseignement public autour d'herbes médicinales ébranlerait leurs institutions et rendrait leur savoir à la fois accessible et obsolète. Après d'âpres négociations, un compromis est atteint. Le jardin peut exister, des cours pourront y être dispensés, mais aucun diplôme n'y sera délivré. Cela reste le privilège des médecins de la faculté. Le projet est lancé, mais le surintendant du jardin royal ne l'est malheureusement que sur le papier, et Jean Héroard meurt au siège de La Rochelle avant d'avoir pu mener son grand projet à bien. C'est alors Guy de la Brosse, autre médecin du roi qui plaidait pour ce projet avec Héroard, qui prend la suite et devient le réel premier surintendant du jardin. Ce spécialiste de botanique médicale investit les rives de la Bièvre, tout aussi polluées que puantes. Il y élabore un jardin de rêve avec un labyrinthe au cœur duquel on peut contempler les toits de Paris. Ce labyrinthe sera bien construit sur un tas de détritus solidifiés. Car oui, après 5 années de travaux, le jardin de 6 hectares est inauguré en 1640 et, s'il a des détracteurs, il rencontre vite un grand succès. Les cours dispensés gratuitement dans le bâtiment qu'on appelle à l'époque le château attisent les curiosités. On peut même assister à des dissections. Les collections du jardin s'enrichissent. On prélève des échantillons à travers toute la France et on les répertorie dans l'herbier du jardin. Mais il n'y a pas que les plantes, la faune est aussi échantillonnée et exposée au château du jardin du roi qui devient un immense cabinet de curiosités. Coquillages, insectes desséchés, squelettes, tout est soigneusement exposé. Et toujours gratuitement, s'il vous plaît. Pour immortaliser les plantes et les oiseaux, on réalise des aquarelles dont l'exactitude est vérifiée par des ornithologues et des botanistes. Le Jardin royal des plantes médicinales de Paris, s'il n'a pas été précurseur en Europe, est bientôt à la pointe de la recherche de l'époque. Mais passé l'énergie des débuts, le jardin n'évolue pas vraiment pendant près d'un siècle et devient un jardin des mauvaises herbes. Mais un homme va heureusement mettre fin à cette stagnation. Cet homme, c'est Buffon, ou plutôt Georges-Louis Leclerc de Buffon. Nommé en 1739, il administre le domaine jusqu'à sa mort en 1788. La trace de son règne est partout dans ce qui est aujourd'hui, et depuis la Révolution, vous l'avez compris, le Muséum d'histoire naturelle, et on peut notamment admirer une sculpture le représentant face à la Grande Galerie de l'Évolution. Buffon est un homme de son temps qui croit au progrès, est curieux de toutes les sciences et avide d'embrasser la nature entière. S'il n'enseigne pas, il est indéniablement un vulgarisateur dont les ouvrages ont un succès international. Ainsi, son histoire naturelle connaît-elle un succès comparable à celui de l'encyclopédie de Diderot. Le surintendant sait s'entourer et crée une véritable cour de matière grise en attirant à ses côtés les savants les plus renommés de l'époque. Le surintendant a obtenu son poste grâce à ses contacts. C'est un ambitieux, doué pour le réseautage, et il souffle le titre de surintendant du Jardin du Roi à son collègue Duhamel du Monceau grâce à l'appui du ministre de la Marine. Buffon inspire aussi les têtes couronnées, Frédéric II de Prusse, Catherine de Russie et autres rois européens lui versent des dons généreux qui contribuent à agrandir le musée. Un jour, c'est l'empereur d'Autriche, Joseph II, qui rend visite aux naturalistes. Le souverain se présente comme son humble disciple et alors que Buffon, souffrant et alité, veut se montrer plus élégant face à cet hôte de marque, il lui assure que quand un maître reçoit son élève, il ne doit faire aucune cérémonie pour lui. Mettant l'homme au centre de tout,
Buffon étudie avec un intérêt subjectif et fait preuve d'anthropomorphisme dans son appréhension des espèces et de leurs caractéristiques, au prix de ce que l'on jugerait aujourd'hui comme des approximations ou simplifications. Tour à tour, ami et ennemi des Lumières, il se brouille avec d'Alembert et Voltaire, et s'il a du succès, on critique sévèrement son style. Le parodiant, Voltaire écrit ainsi « Dans un style empoulé, parlez-moi de physique ». Néanmoins, ses observations des comportements animaux sont très précises et exactes. Elles inspirent des personnalités inattendues, comme l'écrivain Honoré de Balzac, qui revendique l'influence de Buffon sur sa comédie humaine. Il présente cette œuvre comme une observation scientifique de la nature de l'homme dans la droite lignée de l'histoire naturelle de Buffon. Buffon s'intéresse donc à toutes les sciences dans un esprit encyclopédiste, et notamment à l'industrie. Il fait construire des forges dans son domaine de Montbard, et c'est là qu'il fait forger celles qui deviendront les grilles du jardin des plantes. On y fabrique aussi les éléments de sa gloriette, un kiosque à ciel ouvert. Conçu par N. Wernicke, architecte de Louis XVI, et par Claude Vincent Mille, serrurier du roi, il s'agit de l'un des premiers édifices métalliques au monde et le premier à Paris. Un siècle avant la Tour Eiffel, il en donne un aperçu avec sa structure gracile de 9 mètres sur 4. Ça semble petit, mais à l'époque, c'est un miracle technologique. On peut aujourd'hui voir la gloriette de Buffon au cœur du grand labyrinthe. Puisant dans sa fortune personnelle, Buffon transforme le jardin en doublant sa surface initiale de 6 hectares. Avec l'aide d'huissiers et d'avocats, il va jusqu'à exproprier sans ménagement les propriétaires des terrains voisins sur lesquels il s'étend. Pendant 16 longues années, le jardin est continuellement en travaux. Le château est surélevé pour accueillir des galeries immenses. Afin d'installer les squelettes de grands animaux, cachalots ou éléphants, on retire le plafond entre 2 étages. Les minéraux sont installés en bas, trop lourds pour les étages. Les petits squelettes sont, eux, exposés sur les balcons. Les collections continuent donc d'être organisées comme un cabinet de curiosités, même s'il les classe selon les 3 règnes de la nature, animal, végétal, minéral. La galerie est une institution scientifique qui plaît beaucoup au public. Une fois ces collections exposées, il faut trouver un nouveau lieu pour l'herbier et la bibliothèque, et pour accueillir les étudiants, car on donne toujours des cours ici. Buffon fait donc également construire l'amphithéâtre Wernicke, du nom de son architecte. Quand Buffon meurt en 1788, quelques mois avant la Révolution française, il prive alors le jardin du roi de ses fonds personnels, mais surtout de son ambition. C'est bien lui qui a transformé le jardin du roi en un centre scientifique à la pointe de la technologie moderne. Avec la Révolution, le jardin du roi est menacé. Mais il est sauvé par le député Lacanal à l'été 1793, comme je vous le racontais en ouverture de mon récit. Le jardin royal reste jardin, mais devient aussi muséum, et pas uniquement encore. En effet, en novembre de la même année, Pierre-Gaspard Chaumette, le procureur syndic de la commune de Paris, perd patience face aux singeries d'une guenon. Alors qu'il se rend à l'hôtel de ville quotidiennement, il croise cet animal qui semble ne pas pouvoir le sentir et se met à crier dès qu'elle le voit. Depuis le Moyen-Âge, les jongleurs de rue et leurs singes contournent en effet le péage pour se rendre sur l'île de la Cité grâce à leurs animaux, souvent des primates, qui effectuent des tours en guise de paiement. C'est de là d'ailleurs que vient l'expression « payer en monnaie de singe ». Mais Pierre-Gaspard Chaumette en a assez de ces singeries et décide de sévir. Le 13 Brumaire en 2 ou 3 novembre 1793, il rédige un arrêté à exécuter immédiatement. Tous les animaux de foire exhibés sur la voirie doivent être rapatriés dans les jardins du nouveau musée d'histoire naturelle. Il n'y a déjà pas de quoi nourrir la population, alors une ménagerie composite, qu'à cela ne tienne. On parque cette foule d'animaux savants dans des remises et on recrute leurs maîtres jongleurs et forains pour être leurs premiers gardiens. Mais ces premiers animaux ne resteront pas longtemps seuls au jardin des plantes. C'est l'année précédente, en 1792, qu'il a été décidé que la ménagerie de Versailles serait rapatriée au jardin du roi qui n'avait à l'époque pas même une niche pour chiens. Maintenir ces animaux en vie a un intérêt scientifique et s'inscrit parfaitement dans le projet de temple de la nature. Mais dans les faits, la situation n'est pas en faveur de la fondation d'un parc zoologique, sachant qu'une partie du peuple parisien meurt de faim. La ménagerie qui débarque pourtant est composée d'un pigeon de Mayotte, d'une antilope bubale,
d'un zèbre à moitié rayé de l'espèce quagga, aujourd'hui disparue, et d'un lion du Sénégal nommé Voira, qui, élevé par une chienne braque, s'est entiché d'un chiot dont il est devenu inséparable. Le braque est membre honoraire de la ménagerie, mais meurt 3 ans plus tard, épuisé par le rationnement et nourri au pain dur. Désespéré par la perte de son compagnon canin, le lion Voira se laisse aussi dépérir. Les 2 statues de bronze de la fontaine aux lions, dont l'une était initialement destinée au parterre du Louvre, représentent Voira. Dans le lion protégeant un chien, on reconnaît le duo inséparable composé du braque et du grand félin. Ils ont été immortalisés, là où ils ont été si maltraités. Il y avait également un rhinocéros dans la ménagerie de Versailles, mais il est retrouvé noyé dans une fontaine du château, à moins qu'il ne soit mort sous le coup de sabre d'un émeutier. Cet animal exotique connaît une bien triste fin après avoir traversé le monde à grands frais pour servir de cadeau à Louis XVI. Exhibé pendant 23 ans et finalement laissé à l'abandon à Versailles dans la tourmente de la Révolution, le mastodonte est ensuite disséqué en public sous une tente. C'est la première fois qu'une telle opération est menée sur un animal de cette taille, mais les conditions sont absolument épouvantables. Il fait trop chaud et le corps est déjà trop décomposé. Les odeurs qui s'en dégagent sont si insoutenables qu'on doit en protéger les chiens. 1 an plus tard, meurt Félix Vigdazir, médecin, naturaliste et anatomiste, qui a participé à cette dissection. On attribue son décès aux conditions sanitaires désastreuses de cette opération. Cette dissection et naturalisation aura néanmoins le mérite de conserver l'animal. On peut aujourd'hui voir ses os dans la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée et sa peau dans la grande galerie de l'évolution. Les bêtes de foire et la ménagerie de Versailles, d'abord trop nombreuses pour le jardin du muséum, s'avèrent bientôt trop peu nombreuses. Et oui, le public est avide de voir des bêtes et on installe alors d'autres pensionnaires de la ménagerie. Des éléphants, des fauves, des autruches, des mangousses, des oiseaux de proie. Beaucoup de ces animaux ne s'acclimatent pas à Paris. Sa poussière, son humidité, et mènent alors une vie misérable. Un aigle, n'ayant plus d'appétit, voit ainsi sacrifier un petit coq vivant pour exciter son instinct de chasse. Mais au lieu de fondre sur lui et de le dévorer, l'aigle royal prend littéralement le petit gallinacé sous son aile et le garde avec lui, ce qui lui permet de recouvrer l'appétit. Dans une fosse, on installe aussi des ours qui font grande impression. Un jour, un visiteur voyant un ours noir se met à clamer qu'au vu de sa robe, ça ne peut décemment pas être un ursidé. « Je sais bien la couleur qu'a un ours. » Et un autre visiteur de lui répondre « Ah, pardi oui, tu as bien raison toi, c'est un merle. » Ce qui suscite évidemment l'hilarité de la foule. Mais les ours ne sont pas si amicaux. On raconte qu'un visiteur malchanceux, voulant récupérer une pièce dans la fosse, a fini déchiré en pièces. Inspirés autrefois par les plantes, les peintres viennent bientôt au jardin pour dessiner des bêtes. Certains travaillent avec le muséum et sont de vrais scientifiques. D'autres apprécient juste l'exotisme des animaux qu'ils mettent ensuite en scène dans des tableaux orientalistes. Parmi les curieux venus croquer lions et singes lors de leur promenade, Eugène Delacroix, qui déclare que l'homme est un animal sociable, qui déteste ses semblables. Une phrase qui résonne de façon tragique quand on connaît le traitement inhumain qui fut infligé à Saartjie Baartman, connue comme la Vénus hottentote. Cette femme cohissant a été exhibée à travers l'Europe pour son hypertrophie des hanches et des fesses. Elle est peinte et examinée au Muséum d'histoire naturelle de Paris et quand elle meurt en 1815, Georges Cuvier, directeur du muséum, la dissèque au nom de la science, conserve certains de ses organes et exhibe son squelette dans la galerie. Le corps de Saartjie Baartman a depuis été restitué. Elle a été inhumée dans son village natal du Cap. Rien ne stoppe la marche de la science et de la colonisation. La France devient le second empire colonial au monde, ce qui multiplie les collections du musée. Entre le milieu et la fin du 19e siècle, l'herbier du musée passe de 1 à 3 millions de spécimens, les collections de zoologie de 650 000 à 8 millions de pièces, et que dire des collections d'anthropologie qui ont bientôt besoin d'un nouvel espace, car le muséum se ramifie. En 1888 est fondé le musée d'ethnographie du Trocadéro avant qu'il ne devienne le musée de l'homme et ne soit déplacé au palais de Chaillot en 1937.
Dès 1860, on commence à chercher un emplacement pour créer une annexe à la ménagerie du muséum. Cette annexe est finalement établie au bois de Vincennes, mais ce n'est qu'en 1931 que le zoo de Vincennes ouvre réellement. À ces deux nouveaux emplacements s'ajoute l'Institut de paléontologie humaine, fondation créée par le prince Albert Ier de Monaco en 1910. Un bâtiment est construit pour accueillir l'IPH qui ouvre en 1920 dans le 13e arrondissement. Du jardin médicinal pour les indigents au temple de la nature où l'on sacrifie parfois l'humain au nom de la connaissance, le Muséum d'histoire naturelle de Paris est le témoin privilégié des avancées scientifiques du monde occidental. Et ici, sur ces étagères, les corps empaillés, les squelettes et les bocaux de formol nous rappellent le prix du progrès. Ils suscitent également la fascination du public depuis des siècles. Europe 1, historiquement vôtre. Alice Lemaire, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous êtes l'une des gardiennes de la mémoire du Jardin des Plantes et avec vous, on va continuer à raconter l'histoire de cette institution scientifique à travers les archives. Mais d'abord, Alice Lemaire, quelles sont les principales missions de la bibliothèque du Muséum ? Depuis quand existe-t-elle ? Cette bibliothèque existe depuis les débuts du jardin que vous avez raconté. Donc, c'est une mission de fourniture de documentation qui était là dès la création du Jardin Royal, puisque c'était un jardin de sciences, donc avec des scientifiques qui y travaillaient et qui avaient besoin de documentation. Donc, dès cette époque, la bibliothèque fournit la documentation nécessaire et engrange tous les résultats de recherche. C'est toujours son rôle aujourd'hui, fournir la documentation nécessaire aux chercheurs qui continuent à travailler dans l'établissement et engranger les résultats. Donc, au XVIIe siècle, les résultats, c'était beaucoup des correspondances, des dessins. Aujourd'hui, on fournit de la documentation qui est plus numérique, électronique, mais néanmoins, c'est toujours le même double mouvement de fourniture de documentation et d'engrangement, si on peut dire, de résultats. Alice Lemaire, quel est le plus vieux document conservé à la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle qui raconte l'histoire de la création du Jardin des Plantes en 1635 ? On peut citer, je pense, le plus emblématique en tout cas, c'est le plan qui a été dessiné, le plan du jardin qui a été dessiné par Frédéric Scalberge, qui était un artiste d'origine néerlandaise, proche de Guy de la Brosse. Et donc, c'est un très beau document, c'est une gravure sur vélin, mais ensuite enluminée très richement à la main. Et ce document est intéressant parce qu'en réalité, il est dessiné, comme vous l'avez dit, en fait en 1636, alors que le jardin n'est pas encore vraiment ouvert. Il ouvre en 1640, vous l'avez dit dans votre récit. Donc ce plan, maintenant, on dirait que c'est une sorte de prospectus. Donc, il a une valeur démonstrative, programmatique. Et ce plan accompagne le premier catalogue du jardin, la première description de son contenu, qui est en même temps un plaidoyer pour l'étude des plantes à destination des connaissances médicales. Le Jardin des Plantes est créé donc sous le règne de Louis XIII au XVIIe siècle. Il est alors le Jardin royal des plantes médicinales. À cette époque, les jardins botaniques se multiplient partout en Europe. On relève un certain intérêt de la famille royale française pour cette mode. Oui. Tout à fait. Alors, Louis XIII fonde ce jardin royal, mais c'est après la création par son frère Gaston d'Orléans du jardin de Blois, qui au début est un peu une sorte de concurrent. Enfin, il y a une grande rivalité entre les deux frères de toute façon. Mais donc, il y a ce jardin de Blois qui est un jardin botanique créé par un prince érudit. La même chose pour Louis XIII. On peut citer bien sûr Henri IV qui contribue à la création du premier jardin botanique de France à Montpellier. Et puis Marie de Médicis, qui est la mère de Louis XIII et de Gaston d'Orléans, qui s'intéresse également beaucoup au jardin, qui, avec ces dames, a besoin de modèles de broderie. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc les catalogues de jardin contribuent, les gravures contribuent aussi aux broderies. Et puis elle s'intéresse beaucoup à l'enrichissement du jardin, alors du jardin qui est proche du Louvre, qui est créé par Jean Robin, mais aussi du jardin médicinal. Elle missionne Vespasien Robin, qui est le fils de Jean Robin, en Italie pour aller chercher des nouvelles plantes. Enfin, elle s'intéresse beaucoup au jardin. C'est Guy de la Brosse, médecin du roi, qui est le principal artisan de la création et de l'aménagement du Jardin des Plantes. Quel est au fond le cœur de son projet ? Alors, vous l'avez dit, il s'agit de créer un jardin qui permette d'étudier la médecine, enfin d'étudier les plantes à but médical, de pouvoir extraire les drogues nécessaires pour la santé. Mais c'est un geste politique fort pour s'opposer à la faculté de médecine qui résiste
qui est un peu un lieu de résistance à l'autorité royale. Donc la création de ce jardin, c'est vraiment une façon de servir la gloire du roi, d'asseoir son autorité sur la science. Il y a bien sûr ce projet de savoir diffusé à tous, de connaissances gratuites, d'enseignement en français pour s'opposer à la faculté de médecine qui enseigne en latin. Donc il y a évidemment une volonté de diffusion de la connaissance, mais aussi un acte politique fort pour servir le roi. Le jardin doit donc offrir à tous des enseignements gratuits. Dès le XVIIe siècle, il y a donc dans l'esprit de ses fondateurs l'idée de la transmission des savoirs. Depuis ses créations, il y a une forme de permanence dans cette mission, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on en a maintenu l'existence à la Révolution. Oui, tout à fait. Les missions de l'établissement à sa création sont toujours les mêmes aujourd'hui, avec donc l'enseignement, la recherche. Donc il y a des professeurs au Jardin des Plantes, enfin, des étudiants en master, en doctorat, et puis beaucoup d'actions menées à destination de tous les publics, pour instruire le public, et notamment beaucoup d'actions de sciences participatives pour entraîner les citoyens dans la science à travers différentes actions, compter les oiseaux de son jardin par exemple. Enfin, je pense que ça participe de la même vocation. Alice Lemaire, vous conservez dans la bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle une collection unique de vélins. Ce sont des parchemins très fins, on peut le rappeler, constitués dès la création du Jardin des Plantes. Ces documents nous donnent une idée précise de toutes les espèces végétales ou animales que l'on pouvait y observer, n'est-ce pas ? Oui, alors l'idée de cette collection, qui n'est pas créée au Jardin du Roi, mais en fait par Gaston d'Orléans à Blois, et puis ensuite Louis XIV en a hérité et a confié la responsabilité scientifique de cette collection au professeur du Jardin du Roi. Et l'idée de cette collection, qui est complètement unique au monde, puisque c'est, vous l'avez dit, un parchemin très fin, le vélin qui est une peau de veau mort-né, c'est un parchemin qui permet un rendu extraordinaire pour peindre justement l'histoire naturelle. Et l'idée de cette collection est de faire une sorte d'encyclopédie par l'image, encyclopédie systématique, et on y intègre toutes les nouvelles espèces qu'on trouve. Alors en réalité, cette collection, elle a perduré, elle est intimement liée à l'histoire de l'institution, puisqu'elle existe depuis près de 4 siècles. Elle ne compte que 7000 pièces, donc bien évidemment pas toutes les espèces connues, mais il y a l'idée d'y intégrer les nouvelles espèces et de les représenter pour pouvoir les comparer, les étudier. Sur vélin aussi. Oui, toujours. Oui, toujours, oui, on continue. Oui. Alors maintenant, un peu moins, bien sûr, mais les derniers ont été réalisés au début du XXIe siècle. Dans cette collection, on trouve beaucoup d'espèces disparues aujourd'hui. Oui, c'est une collection qui a un intérêt artistique évident, mais scientifique aussi, bien sûr. C'était un outil scientifique pour les professeurs. Vous avez parlé du quagga tout à l'heure. Bien sûr, il est représenté dans cette collection, donc c'est un témoignage important. Mais on peut aussi trouver une tortue géante de la Réunion qui a disparu. Et puis, un des animaux emblématiques de la ménagerie, c'est la lionne Constantine, qui a été accueillie sous la Révolution et qui a eu 3 petits lionceaux qu'on a nommés d'après des victoires Fleurus, Gemap et Marengo. Donc ces 3 petits lionceaux avec leur maman Constantine sont représentés dans la collection, mais ils appartiennent à une sous-espèce de lion, le lion de l'Atlas, qui a disparu également. Mais j'ai raconté dans mon récit l'histoire malheureuse du rhinocéros de la ménagerie de Versailles, disséqué puis naturalisé. Quelles traces de cette histoire trouve-t-on dans les archives de la bibliothèque du muséum? Justement, encore dans la collection des vélins, parce que cette fameuse dissection, donc elle est racontée dans un manuscrit qui décrit toutes les étapes de la dissection, mais elle est aussi documentée étape par étape dans la collection des vélins qui s'ouvre à l'anatomie. Et donc on a l'estomac du rhinocéros, l'appareil génital du rhinocéros, l'œil du rhinocéros, les phalanges du rhinocéros, 40 dessins en tout, quasiment, extrêmement détaillés, scientifiques, qui sont un témoignage pour la science conservé dans les archives du muséum. En 1793, pendant la Révolution, un décret acte la création du Muséum national d'histoire naturelle qui réunit le Jardin des Plantes et le cabinet d'histoire naturelle. Ce décret, vous le conservez aussi à la bibliothèque ? Oui. Et que stipule-t-il ? C'est un document très important pour le Muséum d'histoire naturelle et en particulier pour sa bibliothèque, puisque c'est un décret de la Convention du 10 juin 1793. Et ce décret fonde le Muséum d'histoire naturelle. Il est rédigé par les professeurs qui
organisent, comme vous l'avez dit, leur démocratie. Et ce décret, dans son titre 3, précise qu'il y a une bibliothèque et décrit le contenu de la bibliothèque en indiquant qu'il y a donc cette fameuse collection des Vélins, également tous les doubles de la Bibliothèque royale dans les domaines de l'histoire naturelle et aussi des documents confisqués dans différentes institutions ecclésiastiques. Je crois savoir que c'est à la Révolution qu'est créé le logo du Muséum du Jardin, qui n'a jamais changé depuis lors. Que représente ce logo ? Quels sont les symboles représentés ? Oui, ce logo, alors il a connu de légères modifications, mais il est effectivement créé sous la Révolution, dessiné par le professeur de dessin de l'époque, Gérard von Spandonck. Donc ce logo évoque les 3 règnes de la nature et tout ce que la nature peut apporter à l'homme, puisque dans la création du muséum, il y a cette idée que la nature est utile aux citoyens. Et ce logo est surmonté d'un bonnet phrygien. Et puis, vous avez du blé, de la vigne, et puis une ruche qui symbolise aussi le travail des professeurs qui font science. Alors, c'est assez amusant, il a été utilisé différemment selon les époques. Sous la Restauration, on l'a utilisé sans le bonnet phrygien. Et puis, on a un peu perdu l'usage de ce sceau, mais il a été remis au goût du jour au milieu du XXe siècle, et puis depuis, utilisé sans discontinuer, mais dans une version très rénovée récemment, en 2018. Le Jardin des Plantes est un jardin scientifique, mais Alice Lemaire, les archives nous le présentent également comme un lieu de vie des Parisiens. Oui, bien sûr, et on a énormément de témoignages. Une source importante dans les archives, c'est les procès-verbaux des assemblées des professeurs qui, toutes les semaines, en fait, racontent l'histoire du jardin. Et on y lit beaucoup d'histoires sur les différentes professions à qui des concessions sont accordées, les loueurs de chaises, les vendeurs de gâteaux. Et puis, dans les archives, nous avons évidemment énormément d'iconographie, des cartes postales, des photos. On peut citer un très beau reportage de Pierre Petit à la fin du 19e siècle qui fait un balayage systématique de toutes les galeries du jardin, des différents parterres. Et puis plus récemment, Robert Doisneau aussi a fait des photos dans le jardin. On a des très belles photos de jardins enneigés avec des enfants qui font des boules de neige. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les archives comprennent aussi beaucoup d'objets. Et donc, dans nos collections d'objets, nous avons par exemple des épées, des gardes-bosquets, qui étaient les ancêtres de la direction de la sécurité actuelle. Et pour l'anecdote, la direction de la sécurité nous a même récemment confié sa dernière tenue, puisqu'elle en a changé. Et donc, nous avons archivé la dernière tenue pour continuer cette histoire. Aujourd'hui, comment les jardiniers du muséum travaillent-ils pour maintenir la double fonction du jardin des plantes, c'est-à-dire un lieu de vie et un lieu de science et d'enseignement ? Il y a une partie du jardin qui est une école de botanique avec des présentations de plantes qui permettent de connaître la systématique d'aujourd'hui. Il faut aussi préciser que dans le jardin, il y a énormément de statues qui évoquent le lien très fort entre l'art et la science qui est au cœur de ce jardin. Et puis, les jardiniers s'inspirent aussi des archives. Et récemment, la grande perspective du jardin était fleurie en hommage aux travaux de Michel Eugène Chevreul, qui était un chimiste qui a beaucoup travaillé au jardin au 19e et qui a théorisé le contraste des couleurs. Donc, nos collègues jardiniers sont venus à la bibliothèque consulter les archives de Chevreul pour s'inspirer de ce travail et créer leur parterre. Alice Lemaire, on va terminer notre promenade dans le temps et dans les allées du Jardin des Plantes en évoquant les missions auxquelles s'attache l'institution depuis sa création il y a près de 400 ans. Est-ce que l'esprit insufflé par Guy Delabrosse demeure ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Le Muséum d'histoire naturelle a toujours la mission d'instruire. On a une devise qui est émerveillée pour instruire. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait même rattacher le grand mouvement auquel le Muséum participe, qui est le mouvement de la science ouverte, qui est un mouvement mondial qui consiste à mettre à disposition du public les résultats de la recherche, notamment lorsque celle-ci est financée par des fonds publics. Il me semble qu'on peut tout à fait rapprocher ce mouvement dans lequel le muséum s'inscrit très fortement aujourd'hui du partage de connaissances qui était à l'œuvre chez les savants en Europe, l'Europe des savants, qui est tout à fait l'esprit de Guy Delabrosse. Mais merci beaucoup Alice Lemaire de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du Jardin des Plantes de Paris auquel on ne peut que vous conseiller de vous rendre maintenant que le printemps est là. Et aux auditeurs d'Europe 1 qui voudraient en savoir plus encore sur cette institution scientifique, j'en profite pour signaler la parution du livre d'Elvire de Brissac, Le Jardin des Plantes, ou de l'horrible danger de la promenade, publié aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.